Bienvenue à toi dans cette vidéo sur le chapitre 6. Waouh, on va bien écrire chapitre 6 sur la dynamique de la répartition des revenus de première économie STMG. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien installé et on est parti pour cette synthèse. Alors, avant de commencer, s'il te plaît, tu te concentres sur ce que je vais te dire, d'accord? Tu essayes de réduire tous les stimuli que tu peux avoir autour de toi. Ça peut être la télé, la musique, ton voisin, enfin bref, j'en sais rien. On va passer un petit moment ensemble et le truc, c'est qu'il faut que tu tires profit du temps que tu vas m'accorder, entre guillemets. Ok? Donc ne fais pas autre chose, s'il te plaît. Si tu es sur ton téléphone, va sur ton ordinateur. Si tu n'as pas d'ordinateur, reste sur ton téléphone, mais désactive les notifications, s'il te plaît. Commence pas à scroller ou je ne sais quoi. Ou pire encore, à écouter cette vidéo sans regarder l'écran. Ok? Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu comprennes véritablement ce chapitre qui est, tu verras, hein, très facile. Je ne sais pas si tu as une évaluation demain ou je ne sais pas si tu prépares le baccalauréat ou autre, mais en tout état de cause, l'idée c'est de te rendre ça le plus accessible possible. Ok? Si tu as des questions, n'hésite pas. Si j'ai le temps, je réponds. Si j'ai pas le temps, m'en veux pas. Mais voilà, je vais donner le meilleur de moi-même ici, mais essaye de vraiment d'être concentré. Et encore une fois, hein, comme je le dis à chaque vidéo, cette vidéo ne remplacera jamais l'acquisition de connaissances et de compétences avec ton enseignant et la construction des savoirs en commun. D'accord? Mais on va faire du mieux qu'on peut. Alors c'est parti. Dans une vidéo précédente, qui va apparaître quelque part, en fait je dis ça, je ne sais même pas si je vais le faire, mais j'espère pouvoir le faire. On a parlé de valeur ajoutée. On a parlé de valeur ajoutée ensemble, donc c'est un terme qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Et en gros, on avait vu que la valeur ajoutée, c'était quoi? C'était la création de richesse par une entreprise. D'accord? Et on avait vu que c'était pas la même chose que le bénéfice. Il y avait une différence entre les deux. Et donc, on va préciser ça maintenant. OK? Alors, si tu ne sais plus ce qu'est la valeur ajoutée, franchement, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Je te conseille d'aller la regarder. C'est un chapitre avant celui-ci. Et tu verras, hein, ce qu'est véritablement la valeur ajoutée. C'est-à-dire que si là, tu n'as pas compris encore ce qu'était la valeur ajoutée, tu n'as pas saisi ce qu'était la valeur ajoutée, franchement, regarde la vidéo d'avant. Ok, comme ça va être très très clair pour toi. En plus, je te donne un exemple et je ne vais pas le redonner maintenant parce que bon, on va perdre un petit peu de temps. Ok, donc regarde cette vidéo-là. Donc, la valeur ajoutée, en gros, tu vois, pour faire simple, c'est la richesse créée par l'entreprise et cette richesse, c'est-à-dire l'argent, hein, simplement qui est en lien avec la valeur ajoutée, elle va partir à plusieurs bénéficiaires. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, l'entreprise ne va pas la garder pour elle. La richesse qu'elle a créée, bah, cette richesse-là, elle ne peut pas tout garder pour elle. Alors là, il y a une première partie qui va aller aux salariés. Et c'est logique. C'est logique. L'entreprise, elle crée de la richesse. Elle ne peut pas se dire, bah, ça y est, moi, je vais garder tout ça pour moi. Bien évidemment, non, elle ne peut pas. Donc la première partie, elle va aux salariés. La deuxième partie, bah, elle va à l'État. Pourquoi? Parce que il faut payer des charges, il faut payer des impôts, il faut cotiser pour la retraite, etc. etc. Ok? Euh, Également, bon, il peut y avoir la banque aussi, hein, s'il y a des prêts, etc. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus pour l'instant, d'accord? On ne va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Simplement, on va parler ici des principaux, si je puis dire, bénéficiaires de la valeur ajoutée. Donc, on a dit, l'entreprise crée de la richesse, forcément, elle doit payer ses salariés. Donc, les salariés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ce qu'on appelle une rémunération, ok? Ils sont rémunérés pour ça. L'État, il y a plein de choses, hein. Il y a les impôts, les taxes, les cotisations sociales, etc., etc. Donc, les cotisations sociales, qu'est-ce que c'est, hein, pour faire simple? En gros, tu vois, euh, il y a peut-être des personnes qui sont au chômage. Il y a peut-être des personnes qui vont un jour arriver à la retraite, etc., etc. Et cetera. Et ben ces gens-là, il faut les financer, tu vois. Comment on finance ces gens-là? On va prendre une partie des salaires de tout le monde, ok? Et on va financer ce qu'on appelle les cotisations sociales, c'est-à-dire prévoir les retraites et permettre aux gens qui sont au chômage de percevoir quand même quelque chose pour vivre. Ok? Donc là, je te schématise très simplement. Ok? Et enfin, on a autre chose. Eh ben, ce sont les actionnaires. Alors déjà, de base, qu'est-ce qu'une action? Une action, imagine, moi, je sais pas, moi, je crée une boîte. D'accord? Je crée une boîte. On va l'appeler, je sais pas, au hasard, vraiment. On va l'appeler Pitch. D'accord? Donc, je crée une boîte.
son nom c'est Pitch, ok? Sauf que moi, j'ai besoin de 100 000 euros pour pouvoir financer mon projet et je les ai pas. Et donc, je vais sur les marchés ou alors je fais un appel, tout ça, et je dis, ok, qui veut devenir actionnaire de ma boîte en échange d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, concrètement, tu peux dire, bah écoute, moi, ton projet, la pitch m'intéresse, je vais mettre de l'argent dedans et je vais financer ton projet, donc je vais devenir actionnaire, et en contrepartie, j'aurai une partie de ta boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, lorsque je vais faire des bénéfices, eh ben, tu auras ta partie à hauteur de ce que tu as financé. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu dis, bah moi, je veux aller, on va dire, 5% de ta boîte, d'accord? Donc, je mets de l'argent à hauteur de 5% de la valeur de ta boîte, eh ben, tu auras 5% des bénéfices de ma boîte à la fin. Ok? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une action. Une action, c'est quoi? C'est une part d'une entreprise. Ok? Et les personnes qui détiennent des actions, comment on les appelle? Eh ben, on les appelle des actionnaires. Ok? Donc une action, c'est quoi? C'est une part d'une entreprise. Et du coup, les personnes qui détiennent des parts d'entreprise, on appelle ça des actionnaires. Ok? Et du coup, les actionnaires, ils ont ce qu'on appelle des dividendes. Les dividendes, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je t'ai dit là à la fin, là dans l'exemple, c'est-à-dire à la fin de l'année, l'entreprise fait un bénéfice. Les salaires, comment ça s'appelle? Les actionnaires, ils se frottent les mains. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est bon, notre rémunération, elle va arriver. Et la rémunération, si tu veux, des actionnaires, on appelle ça des dividendes, d'accord? Les salariés, en réalité, la rémunération, on appelle ça des salaires, hein, ok? Et la rémunération des actionnaires, on appelle ça des dividendes. Et donc, la valeur ajoutée, elle est partagée en trois. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui va au salaire, une partie qui va à l'État et une partie qui va aux actionnaires. Et ce qui reste de tout ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. C'est-à-dire que tout ce qui va me rester, j'ai ma valeur ajoutée. Une fois que j'ai payé mes salariés, une fois que j'ai donné à l'État ce que je dois donner et une fois que j'ai rémunéré les actionnaires, ce qu'il me reste, c'est mon bénéfice. Et donc le bénéfice de l'entreprise, c'est quoi? Si tu veux, c'est ce qui lui reste à la fin. D'accord? Et en fait, si tu veux, ce partage de la valeur ajoutée, parce que clairement, elle est partagée, hein, tu vois, elle peut poser problème dans beaucoup d'entreprises. Pourquoi? Parce que forcément, tu vois, l'entreprise, elle se pose la question. Bon, l'État, elle n'a pas trop son mot à dire. Elle doit payer des impôts, des taxes, des cotisations sociales. C'est comme ça. Mais par contre, il y a un vrai combat, en fait, si je puis dire, hein, il y a une tension, si je puis dire, entre les salariés vs les actionnaires. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle peut se poser des questions. Elle peut se dire, écoute, est-ce que je vais davantage rémunérer les salariés? Ou alors, est-ce que je vais davantage rémunérer les actionnaires? Elle peut se poser la question, à qui je vais donner plus d'argent? Est-ce que je vais augmenter les salaires? Donc, si elle augmente les salaires, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la consommation, elle va augmenter. Tu es d'accord avec moi? Imagine, je ne sais pas, je dis au hasard, tu es payé 2000 euros par mois et l'entreprise, elle décide de te payer 2300 euros. Ces 300 euros-là, ça va créer plus de consommation. Tu vas peut-être plus aller au resto, tu vas peut-être plus manger avec tes potes, etc., etc. Tu vas peut-être plus t'acheter d'habits. Après, oui, tu peux aussi peut-être mettre cet argent de côté-là, mais tu vas la consommer plus tard, on est d'accord. Et donc, ça va augmenter la consommation. Et donc, la consommation qui augmente dans une société, ça va créer, in fine, plus de production, etc. Et donc, ça va augmenter l'activité. Et donc, ça va augmenter ce qu'on appelle la croissance. Ça va créer de la croissance plutôt. OK? Donc, c'est pas mal. On se dit, si je rémunère les salariés, c'est intéressant. OK. Alors, en quoi ce serait intéressant de rémunérer les actionnaires? Les actionnaires, tu te souviens tout à l'heure, moi, ma boîte, j'ai besoin d'argent pour financer mon projet. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire que toi, tu as investi dans mon entreprise. Et donc, si j'augmente les actionnaires, ces actionnaires, ils vont se dire, j'ai plus d'argent, donc je vais encore mettre plus d'argent dans la boîte, et donc ça va augmenter l'investissement. Et donc, ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que
bien évidemment, pour moi, mon entreprise, je vais me dire, bah, j'aurai encore plus d'argent pour pouvoir investir et donc doper l'activité de mon entreprise. C'est une bonne chose. Effectivement, l'investissement, ça crée de la croissance sur le long terme, mais on ne rentre pas dans le détail pour l'instant. Ok. Et donc, là, il y a un vrai enjeu finalement. Il y a un vrai enjeu du partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que chaque chef d'entreprise, bah, il est un petit peu, je ne vais pas dire coincé, mais comment dirais-je, lié à cet enjeu-là. C'est-à-dire qu'il peut se poser la question, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais augmenter les salariés? Ouais, mais si j'augmente les salariés, la croissance augmente, ok, mais l'investissement pour mon entreprise diminue. Et là, ici, si je vais rémunérer les salariés, ben, l'investissement va augmenter, mais par contre, la croissance et la consommation des ménages va diminuer. Et donc, c'est un véritable enjeu. Et c'est la répartition de la valeur ajoutée. Ça peut créer des conflits. C'est-à-dire que si, par exemple, les salariés, ils voient un jour que les actionnaires, ils ont pris plus d'argent que d'habitude, ben, ils vont être en colère. Ils vont dire, bah, nous, on a été délaissés alors que les actionnaires, ils ont déjà beaucoup d'argent et ils touchent encore plus. Si les actionnaires, ils voient qu'eux n'ont pas été augmentés, mais que les salaires ont été augmentés, ben, ils pourront aussi râler en disant, non, mais c'est inadmissible, parce que sans nous, la boîte, elle n'aurait jamais tourné, parce que c'est nous qui avons investi. Et les salariés aussi, parce que bah, sans nous, certes, vous avez investi, mais c'est nous qui donnons notre force de travail, etc., etc. Donc tu vois où je veux en venir, c'est que il y a des enjeux finalement, il y a des tensions entre les salariés et les actionnaires sur le partage de la valeur ajoutée et le chef d'entreprise entre tout ça. Et du coup, c'est à lui d'arbitrer. Je te renvoie au cours sur l'arbitrage pour comprendre ce que ça signifie. Et encore une fois, hein, essaye d'employer un maximum de vocabulaire économique. Et donc là, eh ben, problème. Ok. Donc, si tu as compris ça, déjà, c'est très très bien. Si tu as compris cette notion de valeur ajoutée, où est-ce qu'elle va? Elle va d'abord aux salariés. Tu sais quoi, je vais mettre des couleurs, ça va t'aider. Donc, elle va aux salariés. J'adore les couleurs, moi. On va mettre en quoi? En violet. Ce rose plutôt. Elle va également à l'État et elle va aux actionnaires. Ok. Et ce qui lui reste à la fin, eh ben, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Ok. Et avec ce bénéfice, elle fait ce qu'elle veut, l'entreprise. Hein. Voilà, elle peut décider d'investir, elle peut décider de mieux payer les salariés, elle peut décider de s'acheter du nouveau matériel, etc., etc. Elle fait ce qu'elle veut un petit peu. Ok. Trop bien. Bah écoute, ça c'est bien, on peut passer à la suite. Alors, tu sais, il y a une notion aussi qu'on doit avoir hein, pour terminer ce chapitre. C'est ce qu'on appelle, hop, les revenus primaires des agents économiques. Qu'est-ce que c'est le revenu primaire? Alors, en gros, il y a une différence entre ce qu'on appelle le revenu primaire et le revenu disponible. Ok. Et on va voir ça ensemble. Ok. Déjà, pour voir cette notion de revenu primaire, bah, je t'ai expliqué un petit peu comment on appelait la richesse créée par les entreprises, c'est la valeur ajoutée. Ok. Et en fait, si tu veux, il y a une différence entre le revenu primaire et ce que je vais avoir finalement dans mon compte finalement pour vivre. Ok. Donc, le revenu primaire, qu'est-ce que c'est? C'est en gros le salaire que j'ai, plus les loyers, les dividendes, etc. En gros, tu vois, imagine, je sais pas, on va prendre un exemple. On va prendre, on va dire, vas-y, on va prendre mon exemple. On va dire que, bon, c'est hypothétique, mais on va dire ça. Imagine, moi, je suis enseignant, tu vois. Donc, j'ai mon salaire, même si pour un fonctionnaire, on n'appelle pas ça un salaire, on appelle ça un traitement, mais on va dire que j'ai mon salaire. Ok. Mais imagine que, je sais pas, moi, par exemple, il y a une boîte, ben, Pitch, tu vois. Pitch, c'est pas moi qui l'ai lancé. Mais Pitch, j'ai vu que c'était une super boîte et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais investir et je vais toucher des actions en retour. La rémunération des actionnaires, ça s'appelle comment? Ça s'appelle les dividendes. Donc imagine que j'ai également des dividendes sur une boîte, ok? Et également, j'ai un autre logement que je fais louer, d'accord? Et donc j'ai mon loyer, ok? Bah, tout ça, tu vois, ça représente mon revenu primaire, c'est-à-dire en gros les revenus que je vais avoir bah, de mon salaire, de mes dividendes, de mon loyer. C'est-à-dire que tout ça, en gros, c'est le revenu que je vais accumuler.
Sauf que ce revenu-là, tu vois, bah, ce n'est pas le revenu que je vais avoir sur mon compte en banque. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont partir et il y a des choses qui vont entrer. Je t'explique. Moi, j'aimerais bien me dire oui, ben, ça, c'est mon salaire, etc. et tout. Sauf que non. Pourquoi? Parce que je dois payer ce qu'on appelle, et on l'a vu tout à l'heure, des cotisations sociales. Les cotisations sociales, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les impôts, les taxes et ce qu'on appelle les cotisations sociales. Hop. Donc ici, on parle bien de prélèvement obligatoire. Autant pour moi. Les prélèvements obligatoires, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est les choses que je vais devoir, sur lequel je vais être prélevé pour financer les impôts, les cotisations sociales, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont, je ne sais pas moi, qui sont au chômage ou qui vont arriver en retraite. On va prendre une partie de mon salaire, on va prendre une partie de mes dividendes, de mon loyer, etc. Et on va financer tout ça. Et on va aussi financer des routes, on va financer les écoles, on va financer l'électricité, etc. etc. Comment on fait tout ça? On prend une partie de mon salaire, on va prendre une partie de mes dividendes, on va prendre une partie de mon loyer, du loyer de mon second logement que j'ai. Et du coup, on va financer tout ça. Et tout ça, ça va s'appeler les prélèvements obligatoires. Okay, mais également, j'ai, je ne sais pas, mais on va dire que j'ai 3 enfants, par exemple. Et également, je vais avoir ce qu'on appelle des revenus de transfert. Et les revenus de transfert, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si, par exemple, tu connais la caisse d'allocation familiale, par exemple. Qu'est-ce que c'est la caisse d'allocation familiale? C'est ce qu'on appelle la CAF. Par exemple, quand tu as des enfants, tu as le droit à un revenu supplémentaire parce que forcément, avoir des enfants, ça coûte cher, etc., etc. Et tout ça est financé justement grâce au prélèvement obligatoire qu'on a vu au préalable. Et donc, à la fin de tout ça, j'aurai mon revenu disponible. Donc, tu vois bien que mon revenu primaire, là, de base ici, il est différent de mon revenu disponible. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé des prélèvements obligatoires et on a rajouté des revenus de transfert. Et donc, cette différence-là, elle est fondamentale, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai un salaire, des dividendes et un loyer que je vais avoir ça sur mon compte en banque, que ça va être disponible pour moi pouvoir vivre, etc., etc. Pas du tout. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Ok? Donc, là, ici, on parle de revenu primaire, c'est-à-dire le revenu qui vient de mon travail, mais également de mes investissements. Par contre, à ce revenu-là, on va enlever les prélèvements obligatoires, impôts, taxes et cotisations sociales, et on va rajouter ce qu'on appelle les revenus de transfert. Par exemple, là, je t'ai donné la caisse d'allocation familiale, les pensions retraite, enfin bref, il y en a plein. Mais si déjà tu as compris le principe, c'est génial. Ok. Également, on a dernière chose à voir. Ça, c'est vraiment, comment dirais-je, de la sémantique. Hein. Ok, donc les revenus primaires, tu as compris ce que c'était. Tu vois, on peut avoir aussi le revenu du capital. C'est quoi? Je vais le reprendre ici. Tu vois, ici, ça, c'est ce qu'on appelle. Alors, je vais te faire un code couleur, comme ça sera plus facile. Ok. Donc, tu vois ici, ça, en rouge, c'est ce qu'on appelle le revenu primaire. Ok. Et tu vois, par exemple, je sais pas moi, si j'ai des dividendes, du loyer, etc. Enfin bref, des choses. C'est ce qu'on appelle le revenu du capital. Ok. Ça, c'est vraiment de la sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. C'est-à-dire que le revenu primaire, ça vient du salaire, c'est-à-dire c'est mon revenu du travail. Ok. Alors que le revenu du capital, c'est en gros mon loyer. Voilà. Je sais pas moi. Si je suis propriétaire d'un bien, si j'ai des dividendes, on appelle ça le revenu du capital. D'accord? Au moins, tu le sais. Et il y a un autre type de revenu que je te donne, comme ça au moins tu auras fait le tour des différents types de revenus. C'est ce qu'on appelle le revenu mixte. Et en fait, si tu veux, le revenu mixte, c'est un petit peu le travail des professions libérales. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple pour t'expliquer ça, un médecin. Tu vois, un médecin, qu'est-ce qu'il a? Il a un cabinet, d'accord, dans lequel il consulte. Ok? Lorsqu'un médecin, je ne sais pas, la consultation, il me semble qu'elle est à 26 euros, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir le médecin, et tant mieux. Mais on va dire que c'est 26,50 euros. D'accord? Allez, c'est quoi, on va arrondir à 30, même si ce n'est pas le cas. Mais on arrondit à 30, comme ça, au moins, c'est un chiffre qui est rond. Quand un médecin fait payer sa consultation 30 euros, il n'y a pas 30 euros qui va dans sa poche. Hein. Il n'y a absolument pas 30 euros qui va dans sa poche. C'est-à-dire qu'il va payer des impôts, des taxes, des cotisations sociales, comme on l'a vu. Ok.
Et en même temps, ben, tu vois, son cabinet à lui, c'est entre guillemets son entreprise. Mais lui-même, il est tout seul à travailler dans son entreprise. Bon, il y a peut-être un secrétaire ou autre, ou une secrétaire, peu importe. Mais tu vois, le médecin, lorsqu'il touche 30 euros, il y a une partie qui va à l'État et il y a une partie, c'est pour financer son entreprise. Et bien, à la fin de l'année, si son cabinet est dans le positif, c'est-à-dire s'il a fait des bénéfices, il pourra en retirer une partie. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des revenus mixtes. Lorsque j'ai des professions libérales, on va le mettre ici, hein. Lorsque j'ai des professions libérales, en fait, on ne parle pas de revenus primaires ou autres, on parle de revenus mixtes. C'est-à-dire que d'un côté, je suis payé parce que je suis médecin et donc je prends une partie de ma consultation, mais aussi à la fin de l'année, mon cabinet, s'il est dans le positif, eh ben, je pourrais prendre une partie de ce bénéfice-là pour moi-même. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça de revenus mixtes. Parce que, je te le répète, ce n'est pas parce que si tu as une entreprise demain, moi si par exemple j'ai Pitch et que Pitch fait 100 euros, eh ben, je n'ai pas le droit de prendre les 100 euros. Hein. Bien évidemment, non, parce qu'il y a une partie qui part à l'État, etc., etc., tu vois. Et à la fin de l'année, peut-être que je serai dans le positif, bah, je vais pouvoir prendre une partie. Bah, là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on parle de revenus mixtes pour une profession libérale, pour les artisans, les commerçants et notamment les médecins. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de revenus mixtes, parce qu'à la fois, j'ai mon revenu de mon travail, mais également, j'ai le revenu de mon cabinet, si je puis dire. Ok, donc voilà, et c'est pour ça qu'on parle de revenus mixtes pour les professions libérales. Alors, on récapitule ce qu'on a vu. On a vu la valeur ajoutée. On a vu que la valeur ajoutée était divisée en 3 parties. On avait les salaires, l'État et les actionnaires, d'accord. Ensuite, que ce qui reste à l'entreprise, c'est le bénéfice. Que le partage de la valeur ajoutée, c'est un véritable enjeu parce que si je rémunère les salariés, la croissance va augmenter, mais l'investissement va diminuer. Par contre, si je rémunère les actionnaires, l'investissement va augmenter au détriment de la croissance. Également, on a vu la différence entre le revenu primaire et le revenu disponible, c'est-à-dire que le revenu primaire, c'est le revenu de mon travail, s'ajoute à ça le revenu du capital, c'est-à-dire les dividendes si je suis actionnaire dans une entreprise et également les loyers si j'ai un bien et que je le fais louer. On enlève à ça les prélèvements obligatoires et on ajoute les revenus de transfert et ça donne le revenu disponible, c'est-à-dire le revenu que j'ai pour consommer, payer des choses, etc., etc. Et enfin, pour les professions libérales, on ne parle pas de revenu du travail ou revenu du capital, en fait c'est les deux ensemble et on parle de revenu mixte parce que à la fois j'ai un revenu primaire qui vient de mon travail et j'ai un revenu du capital qui vient de mon cabinet. J'espère que ça a été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. N'hésite pas à faire tourner à toute ta classe et à tes amis pour leur permettre de réussir leurs épreuves. Je te remercie pour ton attention. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, porte-toi bien et je te souhaite d'être épanoui et de réussir tes examens. Bye bye.